Les Spurs sont donc à Paris, pas seulement les Spurs, puisqu'il y a les Indiana Pacers aussi, mais on va se concentrer sur l'arrivée de Victor Wembanyama et de Sidi Sissoko ici à Paris. C'est un événement de ouf, hein. Il y a des pubs partout dans Paris, tout le monde en parle, tout le monde s'arrache les places. Malgré tout, les Spurs sont quand même dans une drôle de situation. On va prendre le temps de discuter de cette série de défaites là qui marque mal. J'ai envie de dire marque mal depuis tout à l'heure, j'ai envie de te dire marque mal. Le placer, ça y est, je l'ai dit. Avant de parler de cette série, Erwan, c'est toujours un événement de voir la NBA qui arrive à Paris, encore plus quand il y a des Français. On se souvient la première année quand même où la NBA est arrivée à Paris, c'était avec les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks. Ça avait été un vrai événement. Nous, on avait pris la bonne habitude d'aller à Londres sur les 2 années précédentes, mais c'est vrai que la NBA qui arrive à Paris, on le sent, c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous fans de basket, mais aussi pour la France, parce que même les gens qui d'habitude ne parlent jamais de basket ou à peine, ben là d'un coup tout le monde se rapproche de cet événement-là, et en plus tout ça est évidemment démultiplié par l'effet Wembanyama et le fait aussi qu'il y ait 2 matchs. Il y a un double-header dans la semaine en fait. Donc cette semaine, il y a vraiment tout pour que la NBA connaisse peut-être son apogée des matchs. J'espère pas. Mais des matchs à Paris en tout cas. Dans leur délocalisation. Il y a eu des affiches l'année dernière. On se souvient que c'était toujours bien d'avoir la NBA. On avait été déçus par la qualité du match, même si Donovan Mitchell avait mis 40 points, mais les Nets avaient été un peu dégueulasse. Là, je pense qu'il y a 2 bonnes équipes, une qui va mieux qu'une autre. Il y a Victor Wembanyama, il y a un match 1, un match 2, donc tu peux te dire qu'il y a une histoire de revanche sur celui qui sera battu le mercredi. Et moi, je reste persuadé que Victor à Paris va vouloir marquer les esprits. Donc il y a tout pour que cette semaine on puisse éclater, qu'on ait plein de choses à raconter. On aura des choses à raconter, on l'espère. Il y aura plein d'opportunités d'interview. On sera au match bien sûr, donc on pourra vous donner nos feedbacks pour ceux qui n'ont pas la chance d'y être. Je vous vois dans les commentaires bien sûr, entre les histoires des invitations, le prix des places. Bon, vous savez que nous on peut rien y faire, mais c'est un show à l'américaine et écoute, c'est le jeu. Je sais que c'est souvent des messages qu'on a et on le redit. Oui, on connaît le prix des places. On sait que déjà qu'il y a peu de Bercy, c'est pas une place une arena de 30 000. Mais la NBA, c'est le business. Donc ils viennent pas à Paris pour faire des places pour tout le monde. Il y a des places à 80-100 euros. C'est les premières places. Ça part direct. Ça part vite. Ouais. Voilà, mais les matchs au Garden le dimanche ou pendant les playoffs, c'est pareil à Los Angeles. Ça marche partout pareil. Donc, je comprends les frustrés parce que ça peut, pour certains, ils peuvent avoir l'impression que leur rêve est juste à portée de bras, mais en fait, il est si loin parce que c'est très cher. Je comprends tout ça, mais n'oublions jamais que la NBA, c'est un business avant tout. C'est un business avant tout, et donc bien sûr on vous lit encore une fois aujourd'hui dans le chat en live, et bon écoutez, à part mettre de côté avec l'espoir d'être là un jour, ou mieux de voyager et d'être à l'étranger pour voir les matchs là-bas, c'est encore le mieux. Écoutez, en tout cas nous on va parler de cette équipe de San Antonio. Au-delà même des 2 matchs, il y a quand même une équipe qui est on le sait bien sûr en construction, en transition. L'année 2 de Victor Wembanyama, il y a beaucoup d'attentes d'un point de vue médiatique, au-delà même du basket, mais on va quand même revenir sur ce qui nous intéresse le plus, le basket. Et sachez qu'en ce moment les Spurs, je sais que vous le savez, hein, mais ils sont en galère. 6 défaites sur les 7 derniers matchs, 3 défaites d'affilée. Hier soir en plus, ils étaient en prime time sur le NBA Sundays, ils jouaient à Miami juste avant de prendre l'avion. Performance collective vraiment qui te donne envie de mouiller la nuque et de supporter notre équipe. La tête à Paris, on va leur dire. Ils avaient la tête à Paris. Ouais, le problème c'est que ça fait 2 semaines. Ouais. Ça fait un peu 2 semaines, t'as des matchs à jouer. Alors, il y avait un road trip et tout. Ils sont à 3 défaites d'affilée. Avant de rentrer dans les détails, t'as toi aussi vu le match hier soir. T'as vu les derniers matchs des Spurs. Il y a une espèce de baisse de tension assez claire du collectif avant de parler d'individuel. Oui, mais c'est normal. Voilà. Moi, j'ai pas envie de spécialement leur tomber dessus parce que n'oublions pas que c'est une équipe jeune et que c'est une équipe en construction. Souvenez-vous la saison dernière déjà comment le bilan collectif qu'ils avaient à la même époque, on était loin de tout ça. Souvenez-vous de ce qu'on a dit en début de saison. Ce qu'on veut, c'est que cette équipe des Spurs, l'objectif cohérent de cette saison, c'est être en course pour le play-in le plus longtemps possible. Pour l'instant, ils sont là-dedans. Maintenant,
les performances de Victor, certains jeunes aussi qui ont évolué par rapport à la saison dernière, ont peut-être à un moment donné mis le curseur un petit peu plus haut que ce qu'on espérait. Et forcément, dès que ça touche à Victor, eh ben les espoirs, quand on a un peu avec Victor, les espoirs sont toujours multipliés par 10. Mais finalement, ils sont revenus aussi à leur statut d'une équipe jeune en construction, et ça se traduit par une inconstance incroyable. Et là, on le voit, 6 défaites sur les 7 derniers matchs. On a vu qu'ils ont lâché des matchs. On se souvient Chicago, le match du 25. À New York, au Garden, ils ont lâché des petits matchs, et petit à petit, ça te rentre un petit peu dans la tête. Il y a la fatigue qui rentre en compte. On voit aussi que c'est une équipe qui, quand Victor ne rayonne pas, ne gagne quasiment jamais. Si Victor n'est pas le meilleur scoreur de cette équipe-là, cette équipe ne gagne quasiment jamais. Donc voilà, il se passe aussi des choses. Victor a tellement été fort que finalement, il y a aussi une forme de... On joue autour, mais c'est toi qui dois nous faire gagner. Donc il faut quelque part encore... les soirs où Victor est pas en forme, ou les soirs où Victor est bien défendu, trouver d'autres solutions. C'est parfois un peu encore trop décousu, mais pour moi, c'est juste, une fois de plus, la construction d'une jeune équipe. Voilà. Ils sont aujourd'hui 12e de la conférence Ouest avec un bilan de 19 victoires et 22 défaites. Juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, juste devant, il y a les Warriors et les Suns qui ont le même bilan, 21-20. Après, c'est 22-20, etc., 23-19. Ils sont décrochés à l'échelle de la conférence Ouest. Hein. Ils sont à 2 matchs de la 11e place et donc de la 10e place. Donc, il n'y a absolument rien de fait. Ils ont été capables cette saison d'avoir des super moments, à gagner des matchs, à faire des séries de victoires pour se replacer. C'est vrai que tout le monde a commencé à se dire, mais attends, peut-être qu'ils vont vraiment se qualifier en play-off direct. Ce qui est bien, c'est qu'on est toujours là pour tempérer. Même dans les moments de très très haut, faut savoir se calmer, comme dans les moments de très très bas, comme ils le sont en ce moment, où personne est en train de dire que c'est une équipe qui va finir dans le fond du classement. Ils sont juste dans un creux. Et cette semaine à Paris, où ils ont que 2 matchs à jouer, et donc ce long voyage très très loin pour des mecs qui sont à San Antonio à la base, ça doit leur servir aussi pour se reconcentrer sur l'essentiel, c'est gagner les matchs, en fait, tout simplement, se reconcentrer sur eux, en fait, quelque part. Ça peut. Après, on sait qu'il y aura beaucoup, quand même, de sollicitations médiatiques qui vont être cristallisées, évidemment, par Victor Wembanyama, un peu Chris Paul aussi, mais oui, cette équipe, elle doit se retrouver un petit peu, t'as raison, et le fait d'être loin, peut-être, du continent américain, ça peut être un déclic. C'est là que des mecs comme Harrison Barnes, comme Chris Paul, qui sont un petit peu des darons dans des road trips comme ça, eh ben, c'est à eux aussi peut-être à prendre la parole, à essayer de ramener un petit peu tout le monde. Parce que cette équipe-là, depuis, tu l'as dit, cette série-là de 6 défaites sur les 7 derniers matchs, elle s'est un peu délitée. Elle a un petit peu perdu ce qui avait fait sa force sur novembre et décembre. Elle défend plus du tout ensemble. Dès qu'elles sont dans des moments durs, on l'a vu hier à Miami, eh ben, c'est un petit peu du hurrah basket. Dès que Chris Paul est pas sur le terrain, dès que Wemba est pas sur le terrain, Wembanyama est pas sur le terrain, très vite, ça devient un basket de 1 contre 1, de très prévisible, on se passe plus la balle. Donc ça, c'était pas le cas. On a vu que le banc aussi des Spurs est très compliqué dans cette période-là. Donc, et surtout, ils défendent plus. Sur les 7 derniers matchs, ils sont la 23e défense de la ligue. Quand Victor Wembanyama est dans ton équipe, c'est impossible. Et ça, c'est la progression que doivent avoir les Spurs. Ok, on est moins bien. Hier, 41 points en première mi-temps face à Miami. Ok, on est dans le dur. On est en road trip. On n'est pas à droit en attaque. Par contre, défensivement, et c'est ce que toutes les grandes équipes ont quand elles voyagent. En attaque, tu peux être dans des mauvais soirs. Défensivement, tu peux pas avoir ça. Et eux, pour l'instant, ils piochent un peu en attaque, et en plus, ils défendent plus. Hier, le repli défensif dans le 3e quart-temps, c'est un sketch. Ouais. C'est un sketch. Mais quand on en est à parler du repli défensif, du manque d'application, en fait, c'est une histoire d'énergie. Et donc, j'ai envie de croire que ils sont vraiment en manque d'énergie, à bout de course physiquement, comme une jeune équipe est censée l'être, tu vois. Exactement. La comparaison avec les Rockets de l'année dernière, qui finissent 11e de la conférence Ouest, mais on sent qu'il y a une vraie progression avec un coach en place et tout. On les sentait aussi un petit peu courts à la course, mais un peu courts parce que l'équipe, ce projet-là est vachement jeune. Ce qu'ils sont en train de vivre là, et qui peut être frustrant pour les fans des Spurs, qui se sont certainement vus imaginer peut-être accrocher le play-in, et je peux les comprendre, même moi j'y crois. Mais en fait, là, tu vas te retrouver la saison prochaine dans la même situation, mais par contre, tu vas savoir comment mieux le gérer. C'est ça aussi. Après, on dit que quand on dit ils ont fait le métier. Tu sais, quand tu vas tu vas gagner un match à l'extérieur, tu ne brilles pas, on a fait le métier. Et le métier, c'est ça. C'est défendre les minima, faire en sorte que, surtout quand tu as Victor Wembanyama au centre de cette défense-là, et c'est être capable de gagner des matchs, peut-être un peu ric-rac, mais de les gagner et d'enchaîner des victoires. Hier,
la manière dont ils explosent, ben oui, tu vois, en fait, ils ont été remis à leur statut de jeune, très jeune équipe. Victor Wembanyama le premier. Est-ce qu'on est d'accord aussi que autant Mitch Johnson a fait du très très bon travail au moment où Popovich a malheureusement fait un pas en arrière et avec les maladies qu'on lui connaît, on a eu la sensation qu'il avait vraiment pris la dimension du poste depuis quelques temps, là, depuis quelques matchs, semaines. On sent aussi que c'est un très jeune coach et que leur capitaine aussi pêche dans le leadership, peut-être dans le management aussi. Mais ce qu'on est en train de dire pour les joueurs et pour cette équipe-là, ça marche pour un coach. Mitch Johnson, ça a été cool. On trouvait qu'il coachait bien avec Steph. On s'était fait des réflexions. Genre, c'est bien coaché. Il y a les rotations qui marchent bien, mais tout semblait bien fonctionner aussi. On n'enlève pas, je pense, le crédit d'un Chris Paul qui a dû certainement prendre encore un peu plus de lead sur et en dehors du terrain en l'absence de Popovich. Mais quand ton équipe est dans le dur, et ben c'est là aussi quand t'es coach toi de trouver les rotations, de trouver les bons speeches d'avant-match. Ben lui aussi il est en train d'apprendre. Donc cette équipe-là en fait elle est complètement dans un apprentissage et pour l'instant c'est un des moments d'apprentissage où c'est un petit peu dur, mais ça va tourner. Ça va tourner. Je pense que cette équipe-là, elle bosse bien, elle se construit bien. Je vois des bonnes évolutions, Victor, effectivement, mais d'autres gens autour. Maintenant, voilà, ils sont dans une période compliquée. Le début d'année est dur. Tu vois, en plus, t'as un road trip, ça caille. Tu fais des voyages. Bon, ben voilà. C'était à Los Angeles, quand il y avait les feux. Enfin, tu sais, il y avait un enchaînement de trucs. On la connaît l'histoire. J'ai juste après, les leaders, on voit Chris Paul, lui aussi, qui tire un peu la langue. Hier, il est pas bon, hein, disons-le. Il est invisible. Après, ils essaient, tu sais, ils ont un moment de. Voilà. Allez, on y retourne en début du quatrième. On voit Harrison Barnes, qui, depuis qu'il a eu son trophée de joueur de la semaine, il a sorti la grand voile. C'est garou, le mec, hein. Il rame terrible. Donc, et quelque part, on voit finalement que cette équipe-là, leurs bons résultats tenaient à pas grand-chose. À un Victor extraordinaire, il y a des vétérans qui arrivent à faire le taf. Mais dès qu'il y a un des trois où c'est un petit peu plus compliqué, même si Devin Vassell va toujours marquer des points, mais on se rend compte que ah ok, lui va marquer des points, il est pas trop mal, mais on gagne pas. Et hier, ils gagnent pas, ils se font démonter en plus. Ouais, clairement. Les petits stats, là, tu parlais de la défense, je vous donne sur la série de 3 défaites. 128 points encaissés à Miami, 2 fois contre les Grises. En plus, c'était à San Antonio, ils encaissent 140 et 129. Bon, bah voilà, on est exactement dans ce que tu disais, tu peux pas gagner des matchs en encaissant autant de paniers et surtout avec des creux dans des matchs à être incapable de marquer. Hier, le deuxième et le troisième quart-temps, c'était pas la même équipe qui avait débuté le match, hein. C'était incroyable. Mais ça, c'est typiquement des trucs de jeunes équipes. D'exploser comme ça, c'est les Warriors de l'époque, les Celtics dans ce moment, tu peux sortir toutes les équipes qui sont là en finale, qui sont allées loin. Mais quand il y a des moments de creux, tu regarderas, ils vont garder la balle, ils vont moins perdre le ballon, ils vont aller plus sur la ligne, ils vont défendre le plomb un peu plus intelligemment, donner moins de choses, assurer un repli. Hier, en fait, ils jouent à l'envers en attaque, personne replie. Duncan Robinson qui fait un match de très haut niveau. C'est clair. Mais tu vois, sur les replis, il va se cacher dans les corners, ils sont tous là à se regarder, mais qui je prends comment? Les autres, ils se sont frisés les moustaches. C'est clair, c'était trop facile. Voilà, c'était vraiment trop facile. Et le 8, qu'on aime bien, avec encore une fois un Tyler Hero qui est vraiment un joueur supérieur. Bon, au bout d'un moment, les mecs, t'as senti qu'il y avait des adultes face à des adolescents, quoi. Oui, il y avait un peu de ça. Et puis, on rajoute à ça, bien sûr, Jérémy Sohan qui était blessé, Stephen Castle qui a eu un vrai creux aussi à ce moment-là. Bon, rentrons un petit peu plus, donc, d'un point de vue individuel et parlons de Victor Wembanyama. Victor, bah oui, clairement, après son mois de décembre, où il était très, 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 très haut, où il était en train déjà d'utiliser son potentiel. Bon, bah, sur les 7 derniers matchs, il est beaucoup plus en difficulté. Je vous donne ses stats. Il est tout de même à 18 points, 12,7 rebonds. Voilà. Donc, ça, c'est les stats brut, à 4,6 blocs, bon bah, all time le mec, 3 paires de balles, mais les pourcentages par contre sont vraiment en baisse, 41% au tir, dont 31% à 3 points sur 8,6 tentatives, et je vous donne la stat moi qui me fait le plus mal, c'est que sur cette série là, il tente 2 lancers francs. Ça c'est vraiment la stat qui me... Alors parlons de son utilisation un petit peu à Victor. On a été, tu vois, à Noël on en a parlé, t'étais pas là, on s'est tous dit mais attends il est en lice peut-être pour être joueur du mois. Bon c'est chèque qu'il l'a eu, il y avait pas de souci. On a senti la progression, elle est venue aussi par son adresse. Qu'est-ce que tu penses là de son utilisation sur ce début d'année? Moi je crois que Victor est beaucoup trop fort, beaucoup trop intelligent pour ne vivre que sur de l'adresse. Ce que je vois avec Victor, c'est ce qu'on se disait en décembre, et ça a rendu son mois de décembre encore plus exceptionnel, parce que il y a beaucoup de choses qu'il fait et qu'il réussissait qui sont très dures. Sa shot charts, elle est quand même, quand tu fais tir par tir, je pense qu'il y a au moins 2 tirs sur 3, c'est des tirs de baiser. Allez, j'exagère un peu. Alors, et on en a déjà parlé, qu'est-ce qu'un tir compliqué pour nous? Qu'est-ce qu'un tir compliqué pour Victor?
Donc déjà, je pense et j'espère pour lui, on n'a pas le même rapport à ça. Il n'empêche que quand c'est des périodes plus compliquées comme celle-là, on en revient à 2 choses qu'on dit souvent, c'est avoir un go-to-move. C'est-à-dire qu'ok, là j'ai les jambes lourdes, j'ai moins de bonnes sensations, ou on vient me rentrer dans la couenne. Ok, sur quelle partie du terrain je sais que là je vais avoir la balle, je vais avoir faute, panier ou les deux. Il n'a pas encore ça. Je trouve pas assez en tout cas. Non, il a pas raison. Et je trouve que surtout quand il est dans le dur, il va passer sur la ligne. Victor, il doit aller beaucoup plus sur la ligne. Sur le mois de janvier, ce que j'aime bien, c'est qu'il est à quasiment 13 rebonds par match. Ouais. 13 rebonds par match. Donc c'est plus de 3 sur sa moyenne en saison. Ça, j'aime bien. Mais je trouve qu'il est obligé, en faisant 2m20, en mineur, en étant au charbon, au rebond, en étant, quand il le souhaite, près du cercle, en étant défendu comme il est défendu, il doit aller beaucoup plus sur la ligne. Quand il a droit, les gens rentrent dans son cylindre, il a plutôt un très bon premier pas pour un mec de sa taille. C'est pas normal de shooter 2 lancers francs de moyenne sur 10 matchs. C'est impossible. C'est clairement pour moi, là, on a vu des Harden à la grande époque, les Kobe, les Jordan, les LeBron. Dans les mauvais soirs, les mecs, ils finissaient quand même à 30 parce qu'ils mettaient 12, 13, 14, 15 lancers francs, voire plus. Victor, j'ai pas souvenir d'un match encore où il inscrit 15, 12, 13, 18 lancers francs. Sur cette saison, en tout cas, son record était à 10 sur 10 au lancers francs, 10 sur 11. Il y a 2 matchs cette saison où il a marqué 10 lancers francs ou plus. Là, je regarde, mais ce qui est dingue, c'est que il n'a que 8 matchs à 6 lancers francs marqués, minimum marqués sur un match. C'est incroyable, 8. On est à 40 games. Avec dingue, c'est pour quelqu'un qui joue quand même énormément de possession. Bah oui. Tout passe par Victor. Ouais, mais tout passe par Victor. Hier, franchement, je trouve que c'est un peu symptomatique de ce que je lui reproche, mais il est aussi super fort pour ça, c'est que son premier carton il est exceptionnel. Il est vachement relâché. Il tire, il est relâché. On peut absolument rien faire. Il dunk, il tire à 3 points, il est incroyable. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième carton. C'est peut-être la première fois que je le vois faire vraiment ça. Il passe d'un joueur qui met tout à un mec qui envoie des airballs, qui rate des lancers, tu vois, qui est complètement, il a des tirs à lui, des pick and pop à mi-distance, où on sent qu'il veut se rapprocher à mi-distance sur la ligne des lancers francs, tire, il rate. Donc, c'est clairement l'apprentissage d'un jeune joueur. Je pense qu'on a ça, mais dans l'idée qu'on se fait d'un très grand joueur à terme, j'ai l'impression qu'ils le font jouer déjà comme ça, alors qu'ils devraient parfois le faire jouer comme un mec, bah oui, t'es jeune, donc tu vas un peu plus faire ce qu'on te dit, c'est-à-dire, bah, prends un peu plus la balle là, je sais que t'es repoussé, on le sait, mais toutes ces phases de jeu là où il est en train de dribbler, où on vient lui poser un pic, souvent Stephen Castle d'ailleurs, qui vient lui poser un pic, parfois, quand tu sens que c'est pas un grand match, t'as le droit de faire autre chose. Et hier, dans la deuxième partie du match, comme il est pas en confiance, il change. On le voit, tu sais, mettre un coup comme ça, mettre des dunks et tout. Je me dis, ah bah, ok, dans sa tête. Alors, c'est un -20, hein, ils reviennent pas. Mais tu vois ce que je veux dire, parfois, je comprends pas trop. Mais c'est comme si t'es pas drivé par les autres. Mais c'est de l'apprentissage. Victor Wembanyama, tout aussi fort qu'il est, tout aussi exceptionnel qu'il est, c'est pas Matrix, quoi. Tu télécharges pas un programme comme ça, boum, et tu l'as pas dans la tête direct. C'est carré pourtant. Tu vois, hein? Moi, ça a été mon rêve, hein. Quand j'ai vu du taekwondo. Je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais mettre comme programme dans la tête? J'ai direct, ouais. Main gauche, main droite, tout ça. Ouais. Grave. Mais pour jouer au basket ou? Oui, tout à fait. Et donc, je pense que, on voit qu'il a des flashs par moment, mais je pense que il aime pas, on le sait, il aime pas la maillotche. Je trouve que cette année, il y a un vrai progrès là-dedans, que les Jeux Olympiques l'ont endurci, mais fondamentalement, il aime pas la maillotche. Voilà. Et les gens, si nous on le voit, les gens le savent, mais ça va venir. Il va même finir par l'apprécier. Mais c'est tout un process. On rappelle, c'est un physique hors norme. On sait pas ce que c'est de faire 2m20, d'être fin comme ça et de se faire rentrer dans les côtes. Donc, mais il n'empêche qu'il va falloir qu'il passe par là, qu'il trouve de plus en plus de dureté et encore une fois, apprendre le métier. Ouh là, je me suis réveillé ce matin, l'échauffement, moi je sais, ok, là, je sais que ça va pas être un soir où je vais mettre 40, en tout cas pas au début, hop, tac, toc, boum, lancer franc, boum, boum, donc Thomas, ça peut devenir une bonne surprise après, tu vois, et d'un coup, boum, boum, ok, d'accord, moi je suis pas j'ai pas des bonnes sensations, par contre, fin du premier quart-temps, je suis déjà à 11 points, j'ai mis 7 lancers francs. Tu vois ça? Ah bah parce que Yanis, c'est un truc de daron après ça. C'est un truc de daron. Mais de toute façon, mais c'est pour ça que tant qu'il a pas ça, il va être trop dépendant de son adresse et de son talent qui est immense. Mais je trouve quand même que
quand c'est compliqué, il a quand même tendance à répondre par du encore plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'après, il est tellement talentueux. Autant il n'aime pas la maillotche, autant quand les mecs le défendent au large, il fait mais je vais quand même te mettre un shoot sur la gueule et tout. Il adore ça. Il refuse pas il adore ça parce que c'est un mec de challenge. Il met des tirs, tu te fais oh là, mais comment il fait? D'où ça sort? Mais dire juste le fait d'avoir l'idée de le prendre, c'est complètement fou. Mais encore une fois, pour le commun des mortels, pour nous observateurs, se dire ouais, c'est dur. Moi, je regarde plein de matchs avec des gens des pros, des qui jouent à haut niveau, Victor, c'est dur. Mais j'entends souvent ça. Mais en fait, est-ce que c'est dur pour qui? Pour lui, j'ai l'impression que, et ça, c'est pour moi un des trucs dans lesquels il doit trouver la balance, la juste balance. C'est qu'est-ce qui est dur pour moi, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est rentable. Pour clôturer le match d'hier, parce que hier, il y a quand même un mec qui lui est rentré dedans, comme c'est rare que quelqu'un, surtout avec un pédigré de rookie, lui rentre autant dedans, c'est Kelly Ware. Hier, il est rentré sur le terrain, il a dit... Un rookie en NBA, parce que sinon ça fait 20 ans qu'il sauve le monde. Hein. Superman. En même temps, son nom sort de Krypton, donc bravo. On a regardé sa bio tout à l'heure pour rigoler à notre ami Kelly Ware, il a écrit Kryptonian sur sa bio. Il m'a régalé. Hier, il a fait un truc... De jeunes fous là, je veux faire des trucs, quitte à faire des erreurs, parce que tu vois, il envoie des hooks, il fait n'importe quoi parfois. Mais en fait, ça a tellement été positif pour son équipe, à mettre des tirs, à le défier physiquement. Je me suis dit, ok, ils ont encore récupéré un bête de garde. Bon, ça fait quelques semaines qu'on le suit, bien sûr. Mais hier, dans des moments un peu bascule où tout le monde regarde, je suis ok. Sympa, j'ai reçu plein de textos pour me dire je le connaissais pas, il est très fort lui. Il a tout en magasin ce garçon-là, il met dedans, c'est un très bon contreur, bon dunker, très fort pour se faire oublier ligne de fond, il est toujours très disponible, il joue très intelligemment, même quand il est associé à Bam, qui est un très bon passeur, je trouve que il est très intelligent dans le placement. Ça leur donne un truc qu'ils avaient pas avant, tu vois. Clairement pas de la verticalité à côté de Bam, ça ils avaient pas, ça c'est sûr. Hein. C'est pas Kevin Love qui allait leur amener de la verticalité. Donc non, il est archi intéressant et puis tu sens qu'il il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais au Miami, on sait qu'ils savent faire avec les gamins comme ça. En tout cas, il montre déjà hier, pour moi, ce que j'ai kiffé avec lui, c'est qu'il est arrivé à dire, je vais te faire passer un message, mon grand, tu me connais pas, moi je te connais, mais tu crois, après ce match, tu vas me connaître. Je suis persuadé que si on en parle à Victor, tu vois qui c'est, maintenant il va dire oui, sans problème. Bien sûr. Il finit à 25 points et plus 27 de plus-malus. Voilà, c'était la parenthèse de Kelly Ware qui régale du côté de Miami dans sa petite saison rookie. Alors, revenons à nos petits Spurs. Erwan, il y a quand même des questions. Alors, il y a Nico qui nous dit qu'il est bientôt disponible. Donc, Nico Batum sera avec nous dans quelques instants pour parler quoique, s'il a envie de venir pour ça, ce serait très bien. Dis-lui, il vient quand il veut, Nico, là, dans le groupe, et puis on le prendra avec nous et il nous donnera son avis sur le match à Paris qu'il a vécu lui aussi. C'est intéressant. On continue de parler vite fait des Spurs avant l'arrivée de Nico Batum, donc. On parlait des mecs autour. Alors, je le disais, Stephen Castle a eu, même s'il était mieux la semaine dernière, etc., il a eu un moment de creux, alors qu'il avait été très bon, il avait même été installé dans le 5. On a beaucoup parlé d'Harrison Barnes et de Chris Paul, bien sûr. T'as parlé de Devin Vassell. C'est une jeune équipe, bien sûr. La question que je te pose, c'est d'où va venir la ressource pour redevenir une équipe qui se bat pour le play-in, parce que c'est l'objectif. C'est d'arriver à la fin de l'année, aller presque à la bataille, presque même qualifié en play-in. Ce serait même déçu. Une grosse déception aujourd'hui qui recule. Moi, je crois qu'il y a un joueur qui va avoir un vrai rôle à jouer là-dedans. C'est lui qui va changer complètement la face de cette équipe. C'est Zach Collins. Non, évidemment, ça reste une jeune équipe. Et dans ces jeunes équipes-là, pour moi, c'est au cadre. Je vois pas dans ce roster-là, et l'équipe, elle est pas assez bien structurée encore sur le moyen et long terme pour qu'il y ait une surprise comme on peut le voir dans d'autres équipes. Donc pour moi, c'est Chris Paul qui va devoir remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Il est là pour ça et c'est ce qu'il sait faire à la perfection. Il va falloir qu'Harrison Barnes soit quand même un peu plus consistant. Lui, quand même, alors il a des qualités, mais il va falloir qu'Harrison Barnes quand même assume un peu plus son rôle de papa. Et dans le collectif. Même si c'est un beau-père, faut qu'il soit un peu plus, d'accord? Un beau-père, ça a quand même des rôles. C'est pas toi que je vais l'apprendre. Et il faut que Victor redevienne un peu plus Victor. Voilà. C'est pas ça qui doit tout changer, en fait. C'est pour ça, c'est une question un peu piège, parce que j'ai tellement l'impression que tout dépendra du niveau de Victor pour la suite de la saison. C'est-à-dire que si Victor joue à 100% et retrouve l'énergie du mois de décembre, en fait, l'équipe, naturellement, elle augmente d'un coup direct. J'ai pas l'impression que ce soit un coup tactique. On peut imaginer un trade, hein, pourquoi pas, de Keldon Johnson. J'aurais bien quand même, moi, à un moment donné, qu'ils en fassent quelque chose de cet asset-là, sur le terrain, ou dans un trade, tu vois. Tu me dis ça comme si, finalement, ils étaient en retard par rapport aux objectifs, comme s'il y avait un peu le feu à la maison. Et on a vu de la manière dont pendant les 4 premiers mois, ils les ont laissés un petit peu comme ça, en récréation générale,
général en disant vas-y, apprenez entre vous, faites ce que vous voulez, et puis après vous allez apprendre tout seul de vos erreurs. Là, je pense qu'aussi que Popovic et le board des Spurs disent voilà, ça c'est les bons apprentissages, c'est les bonnes périodes où tu vois t'en chies, et ben on va, tu sais, comme dans 300 là, quand il laisse le petit dans la fosse ou dans le froid là où il est en slibard et qu'il arrive à s'en sortir. C'est exactement ça. Apprenez un petit peu. J'ai pas l'impression qu'il y ait une urgence côté Spurs pour monter un trade ou pour tactiquement changer quoi que ce soit. Je sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il pourrait faire. Je crois que justement, au contraire, c'est insister là-dessus et retrouver un petit peu ce qu'a fait que c'était une équipe de play-in pendant 1 mois et demi. Donc c'est une question d'énergie alors. Oui, complètement. Ils doivent retrouver de l'énergie. Je crois ça. Cette semaine à Paris doit leur servir de regagner l'énergie. Qu'est-ce qui fait de toute façon qu'une équipe est bonne, qu'une équipe est très bonne, qu'une équipe est grande? C'est la régularité, c'est la gestion des temps faibles. Là, ils sont en pleine gestion d'un temps faible et ils apprennent et ça se voit. J'espère pour eux que ça va pas durer... Des lustres, hein, ils sont à 6 défaites en 7 matchs. Là, tu fais 0-2. Tu fais 0-2 et tu finis janvier mal et tu commences février mal, c'est terminé le play-in. Hein. Bah ouais, c'est pour ça. Quand je vois les c'est pour ça que je te dis ça. bah oui. Donc, quand t'as fait une mi-saison à ce niveau-là, t'es en droit de se dire, les gars, on est une équipe de play-in. Après, le problème de la conférence Ouest, c'est que... Certes, c'est Warriors et Suns devant, t'as Warriors qui a quand même beaucoup plus d'expérience, t'as les Suns qui ont quand même, malgré tout, individuellement, en tout cas, les joueurs, beaucoup plus d'expérience. Donc, de toute façon, ça va être compliqué de les voir en play-in. Moi, s'ils vont en play-in, vraiment, et même si on y a cru qu'à un moment donné, mais les Warriors vont redevenir quand même un peu les Warriors, à voir s'ils font un trade ou pas un trade. Allez voir l'excellent First Day Show de la semaine dernière où on en parle. Phoenix va quand même se remettre à l'endroit, surtout avec l'arrivée de Richards au poste de pivot. On a vu d'entrer son premier match. 21-11. Bravo tonton. Donc, si vraiment les Spurs arrivent à accrocher un play-in, mais ça sera magnifique. Bien sûr. Je vais pas parler d'exploit, mais je vais en tout cas parler d'objectifs à la hausse par rapport à ce qu'étaient les Spurs en octobre. Très bien. Écoute, on va accueillir notre premier auditeur qui a envie de discuter avec nous de tout ça. Mais avant ça, avant que Amadou arrive, c'est Amadou qui nous a appelé via Discord et qui va nous appeler. Regarde, on y est tout de suite. Il y a les Mavs qui ont une balle de match. Ils sont à -2 sur le parquet des Hornets. On vit ça ensemble, Erwan. On vit ça ensemble. On est sur Bein. On vit ça ensemble. Dernière action du match. Il reste 15 secondes. On se le fait ensemble. On se le fait en simili direct, bien sûr, avec un ballon. Ben non, ça marche pas du tout, ça. N'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi, en fait. Si, Klay Thompson, on y est. Il y a 3 points d'écart. J'ai vu un message de Steph. Je pense que j'ai un peu le... Là, mais le ball rate son lancer franc. Dernière action. Il reste 10 secondes. PJ Washington accélère. PJ Washington passe à Klay. Oh, il est dur. Et une break. Allez, défaite des Mavs. Voilà pour le premier match du MLK. C'était minable, les Mavs. Ah bah voilà, très bien. Allez, MLKD. Magnifique. Ils en perdent beaucoup. Ah ouais, en même temps. Tant qu'ils reviennent, Pépère. Hein. C'est clair. Est-ce que Amadou nous entend? Salut Amadou. Oh Amadou. Oh, tu es là ou quoi? Oui, je suis là, je vous entends. Ben voilà. Salut Amadou. Ça va? Oui, salut Thomas, je vais bien et vous? Ouais, impeccable. Tu nous appelles d'où là? Je nous appelle d'Ottawa au Canada. Ah, très bien. Ça, c'est mes Canadiens sûrs. Bah, comme tu es en plein jet lag, eh bien, écoute, on va pouvoir t'écouter sur les Spurs. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette mauvaise passe. Bah, cette mauvaise passe, elle n'est pas vraiment ce que je peux dire surprenant. Moi, je suis fan depuis l'époque Tony Parker, époque Tim Duncan, tout ça. Donc, je connais la grande époque. Et je sais aussi les dernières années qu'on a vécues difficilement avant l'arrivée de Wembanyama. Mais le truc, c'est que qu'on ait des moments de creux comme ça dans une saison, c'est normal en fait. Et je pense qu'on a été un peu en sur-régime, surtout parce qu'on a la présence de Chris Paul ou Harrison Barnes, par exemple. L'arrivée de ces vétérans nous a fait énormément de bien. Si on compare la saison dernière par rapport à cette saison, il n'y a même pas photo. Cette année, on sait qu'on se bat pour quelque chose, pour play-in ou une place de play-off. L'année dernière, je dirais plutôt qu'on faisait des matchs de charité. On pouvait balancer certains matchs sans aucun problème. On était juste là surtout pour voir l'arrivée de Victor et savoir quel joueur pouvait rester à ses côtés et quel joueur devait s'en aller. Là, cette année, on peut même être par moments déçu de certains matchs que l'on perd, par exemple. Et je pense que vous l'avez remarqué aussi, on est une équipe qui, cette année, on peut dominer une première période, mais la deuxième période, on s'écroule complètement, en fait. Et c'est parce que par moments, certains joueurs oublient leur rôle dans l'équipe. Je pense que vous avez beaucoup parlé de Victor, des tirs à 3 points qu'il prend et par moments il est dans l'excès. Moi, je pourrais parler de certains joueurs comme Jérémy Soran, par exemple, dont on parle pas trop. Des joueurs comme ça qui sont pas les premiers qu'on coche, mais qui peuvent être des joueurs importants si on sait bien les utiliser. Et par moments,
Je pense qu'on l'oublie un peu. On peut l'utiliser par moment quand Victor est beaucoup marqué. On peut l'utiliser pour attaquer la raquette. Je le même vois. Il devrait prendre des tirs à 3 points, mais s'il les prend, on peut vivre avec. Mais je pense que par moment, on l'oublie tellement de l'utiliser, ce joueur-là, et c'est un jeune joueur lui aussi, qu'il va en faire trop. Il va prendre trop de tirs à 3 points. Il va pas suivre les instructions par moment du coach, mais c'est pas vraiment volontaire en fait. C'est le joueur qui veut montrer que lui aussi il a son importance. Et le fait de ne pas lui montrer l'importance, il finit par faire un peu tout et son contraire. Je sais pas si vous me suivez là-dessus. Si, ça rejoint un point que je voulais relever, c'est que derrière Victor, bon, il y a Chris Paul qui tient la boutique, mais la hiérarchie, elle est un petit peu presque trop ouverte. Il y a Vassell qui est le deuxième plus gros talent, certes, tu vois. Certes, mais qui a beaucoup de ballons et tout, quand même. Pour moi, le deuxième talent, c'est Vassell au scoring, tout ça. Il y a pas de débat. Mais je trouve que, et je te rejoins Madou là-dessus, c'est que derrière Victor, c'est très ouvert. On a l'impression que par moment, et surtout quand le banc est ouvert et qu'il n'y a pas Chris Paul sur le terrain, c'est un petit peu, allez, c'est à moi, c'est à mon tour. Et on retombe dans les travers du début de saison de l'année dernière. Alors c'est moins voyant, c'est moins criant parce que les joueurs ont progressé, parce que quelque part, collectivement, ils sont malgré tout plus en place. Mais c'est vrai qu'à Miami, par exemple, quand ils explosent dans le troisième quart-temps, le début est très compliqué avec Victor déjà. Quand Victor sort, mais là, au bout d'un moment, c'est, allez, à qui le tour? Qui va nous sauver? Et ça, en fait, tu peux pas exister en faisant ça. C'est dur, parce que les joueurs sont pas assez forts pour ça. C'est pas censé être une force, justement, d'avoir une équipe où, oui, t'as une star, t'as des leaders, en termes de leadership et tout. Et puis ensuite, d'avoir une base de joueurs qui est capable, ici ou là, en fonction des matchs, en fonction des saisons. Je peux vous prendre plein d'exemples, hein. Julian Champagny, il fait une saison exceptionnelle. Là, en ce moment, il est dans le creux. À un moment donné, il était très, très haut. Évidemment, Stephen Castle, on en a parlé tout à l'heure. Si Harrison Barnes a été capable d'aller chercher un joueur de la semaine, c'était là quand Victor était absent, mais il n'empêche que j'ai l'impression que c'est plutôt une force, c'est ce qui leur a permis d'avoir ce bilan-là. C'est peut-être ce qui leur permet pas d'être dans les matchs en étant faible. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est une force quand ça va bien, c'est une faiblesse quand ça va mal. C'est fou de dire ça. Mais c'est la réalité. Sinon, le sport, c'est trop facile. Et t'as raison. D'avoir à un moment donné tout le monde qui peut mettre 15, 20 points par match. Enfin, je dis tout le monde. Allez, je mets Chris Paul, je mets Champagny, je mets Barnes, Johnson, Sohan, même John Keldon Johnson, Vassell. Sohan de ouf. Voilà. Bien sûr. Donc, tu vois, il y a plein de... Mais quand tout va bien, on a envie, on se passe la balle. Et c'est ce que dit parfaitement Amadou, c'est que quand ça va mal, ben là, du coup, c'est plus on se passe la balle et on a envie et tout le monde peut shooter parce que là, je te fais la passe, mais l'action d'après, elle va me revenir. Là, on voit, et hier, face à Miami, c'est ça, c'est hop, Vassell qui va prendre la balle un petit peu plus, qui va forcer, qui va prendre des tirs compliqués. Ah putain, je l'ai pas eu là. Et il retombe un petit peu là-dedans. Et donc, c'est pour ça que cette hiérarchie un petit peu libre, ben, quand ça marche, c'est bien, mais quand ça marche pas, et c'est encore ça, apprendre le métier. C'est que là, il faut un leader en disant, là, on va jouer ce play-là parce que c'est toi qu'on va vouloir aller trouver. C'est toi qu'on veut à 3 points, c'est toi qu'on veut pour une ISO, c'est toi qu'on veut sur un post-up. Voilà. Hier, ils ont pas encore ça. Mais moi, j'aimerais aussi dire, si je peux me permettre, que vous parlez de Champagne et de Harrison Barnes qui a été joueur de la semaine, ou Champagne qui fait une saison extraordinaire. En fait, est-ce qu'à San Antonio, on a besoin que ces gens-là soient extraordinaires? Eux, on a besoin qu'ils soient un peu la cerise sur le gâteau. Le numéro 1, c'est Victor. Si Victor brille, l'équipe peut briller. Si Champagne et Harrison Barnes sont extraordinaires, tant mieux. Mais on ne cherche pas à ce qu'ils soient extraordinaires. Eux, on cherche à ce qu'ils soient la cerise sur le gâteau. Par exemple, Chris Paul, il a 39, 40 ans maintenant. Quand on faisait venir Chris Paul, moi, je savais que c'était pas le Chris Paul de 2005 ou de 2017. Tout le monde le savait, ça, par contre. J'aurais aimé avoir ce Chris Paul-là, mais je suis lucide en me disant, il est en fin de carrière. S'il arrive déjà à ajouter de l'expérience qu'il a, lui qui est l'un des meilleurs meneurs de l'histoire, et s'il arrive à aider Victor dans sa progression, je suis super content de cela. Si Chris Paul fait 5 points, 10 points, comme il le fait souvent cette année, j'ai pas de problème. Tant qu'il est là dans le dernier carton et qu'il est là à guider cette équipe, c'est tout ce que je demande. Maintenant, le problème, et la saison n'est pas facile avec la maladie de Pop, et on espère qu'il reviendra ou qu'il se rétablira en tout cas. Le problème, c'est qu'on a du mal à définir la hiérarchie quand les choses vont surtout mal. Et je pense que le fait que Pop ne soit pas là, ça n'est... Ouais, clairement. Alors, du coup, comment vous vous projetez un petit peu sur la saison? Je pense que quand la hiérarchie, on a du mal à bien dessiner la hiérarchie quand les choses vont mal, c'est là que les vrais problèmes ressortent. Mais quand on arrivera à bien redéfinir cette hiérarchie-là, à savoir Victor est le numéro 1,
Vassell est le numéro 2 au terme de scoring et les autres, vous êtes là autour pour vous, excusez-moi du mot, mais vous démerder ou alors suer pour que ces gens-là arrivent à briller. Là, tout ira bien. Mais San Antonio, j'ai envie de dire, il vaut mieux que ce genre de qu'ils le connaissent maintenant et qu'ils apprennent à s'améliorer dans le genre de creux pour qu'ils le connaissent dans 2-3 ans. Parce que beau tunnel. Mais ça, encore une fois, c'est important. Nous, on est là, on regarde les matchs, on a nos grandes théories qui se tiennent. Moi, ce que tu dis, Amadou, je te rejoins complètement. Après, il y a la réalité. Il y a la réalité aussi des matchs, il y a la réalité de la fatigue, les réalités des jambes lourdes. Ils sont déjà, les Gonzes, à plus de 40 matchs cette saison. Il y a savoir les choses et il y a être capable de les intégrer et les comprendre. C'est pour ça que cette équipe-là, elle est en apprentissage. Et ce qu'on espère d'eux, et ce que tu dis d'eux là, t'as raison. En plus, il y a un jeune coach et je pense que toute cette histoire de hiérarchie que je ressens comme toi, le fait que Mitch Johnson soit un jeune coach aussi, ben c'est pas simple. Et lui aussi doit prendre le métier parce que quand t'es coach, un de tes premiers tafs dans une équipe, c'est de mettre aussi une hiérarchie et que tout le monde et qu'en même temps tout le monde se sente concerné. Mais ça, c'est pas un truc que tu claques des doigts, tu fais un speech et c'est reparti. Et là où je te rejoins un peu moins par contre, c'est Victor Dobry. Oui, mais alors toutes les grandes équipes qui gagnent ces 25 dernières années, il y a toujours un numéro 2, voire même un numéro 3. Aujourd'hui, on peut pas juste dire Victor, c'est le numéro 1, faut que lui brille, et Vassell, t'es un deuxième scoreur correct, et les autres, c'est du bonus. Ça, par contre, je te rejoins un petit peu moins. Alors, les amis, on va se projeter un tout petit peu sur la suite de la saison pour voir si, d'après vous, ils vont se remettre à gagner des matchs. Regardez avec ces codes Winamax là qu'on a regardé chez notre partenaire pour savoir où est-ce qu'ils allaient terminer leur saison. Regardez le over-under de victoire en saison régulière, donc on est vraiment à la moitié de la saison là. 38,5. Donc je vous donne quand même les stats de l'année dernière parce que vous le savez, j'étais au bout du relax. Ils ont fini à 22 victoires la saison dernière. 22. J'ai une bêtise. 22 victoires. Oui, c'est 22, ouais. 22 victoires et ils sont à 22 victoires aujourd'hui. Non, c'est ça? Non, je suis vraiment bourré, moi. 19 victoires et 22 défaites, c'est ça. Ils sont à 19 aujourd'hui, c'était à 22 l'année dernière. Donc, est-ce que vous imaginez... Le double, mec. Est-ce que vous imaginez les Spurs monter jusqu'à 38,5, donc gagner 38 ou moins, ou 39 et plus? Tu dis quoi? Moins. Moi, je dis moins. Pardon, j'ai répondu avant toi, Amadou, mais je dis moins. Moi, je les vois au moins atteindre ça, 38, comme tu dis. Je les vois parce que, encore une fois, c'est la NBA, les creux, les semaines ne se ressemblent jamais. Certains peuvent faire 10 victoires de suite et après, on ne s'explique jamais. Ils peuvent aller à 10 défaites de suite. On voit ce qui se passe à Sacramento. Donc, il ne faut jamais en NBA avoir des opinions rapides. Parce qu'encore une fois, c'est des opinions et les opinions, c'est vraiment pas la plus grande forme de connaissance. Honnêtement, ça peut très vite changer. Bah alors, donc, les opinions sont aussi basées, Amadou, les opinions sont aussi basées sur des faits. Les faits que ça soit une équipe jeune, qui soit montée, qui est un petit peu overperformée sur les 3 premiers mois de la saison, qui peut-être s'est vue un peu plus belle que ce qu'elle était, avec un statut peut-être sur les yeux des gens qui a changé. Et quand ton statut change au sein de la ligue, ben, des fois, t'es pas accueilli de la même manière que quand tu es une petite équipe qui joue à peine ou pas le play-in, que quand tu es une équipe qui potentiellement peut être un concurrent pour le play-in, tu n'es pas accueilli de la même façon. Donc, l'opinion, il est surtout aussi basé, et en tout cas chez First Team, et on espère, il est aussi basé sur ce qu'on voit, sur des faits. Là, le fait de dire que c'est une équipe jeune et que dans la lutte direct au play-in avec les concurrents qu'ils vont avoir, je pense que l'expérience d'un côté et l'inexpérience surtout de l'autre risque peut-être de leur coûter le play-in et d'être en dessous de 38 victoires. C'est pas juste une opinion comme ça. C'est presque un débat philosophique. Hein. Comme je suis au Canada ici, je vois ce qui se passe aux États-Unis. Je pense aussi à ceux-là qui ont un avis le matin, à midi, ils l'ont déjà changé. Je pense que plus on veut des noms, Amadou. On veut des noms. Ouais, bon, Stephen A. Smith. Ah oui, Stephen A. Ouais, mais ça l'a rendu millionnaire. Voilà. Donc moi, je suis à 2 doigts de dire tout et son contraire, même si ça m'arrive des fois aussi. Toi, toujours raison. Ouais, voilà. Vous, je vous écoute depuis des années, donc vos avis sont plutôt constants. Ça va. C'est mon gars Amadou, ça. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, San Antonio, comme tu l'as dit, c'est peut-être une équipe qu'on a un peu vue trop belle plus qu'elle l'est. Maintenant, c'est les jeunes. Et avec les équipes jeunes, il y a un effet fraîcheur. Et une fois que l'effet fraîcheur retombe, c'est là qu'il y a vraiment la crise. Et c'est maintenant là que les cadres que sont Chris Paul, Harrison Barnes, même Collins sur le banc, je pense que c'est là que ces cadres-là doivent vraiment parler aux plus jeunes et leur dire
ce qui se passe maintenant, c'est normal. Mais c'est dans ces moments-là vraiment qu'on voit leur vrai niveau. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire physiquement, mais aussi mentalement. Donc, je pense qu'ils sont capables d'atteindre les 38 victoires. Après, je peux aussi me tromper. Mais je pense qu'ils sont toujours capables de les atteindre. Mais c'est maintenant là que le discours des anciens va vraiment compter. Ça va être intéressant de voir. Je pense que c'est des discours qui doivent tenir, tu as raison, mais ça va être intéressant de voir comment ils le digèrent aussi. Parce que il y a le discours, mais il y a aussi la transition, le moment de comprendre, de le digérer et d'arriver à le transférer en tant que joueur sur le terrain. Et peut-être qu'ils n'y arriveront pas sur cette deuxième partie de saison, mais par contre que l'année prochaine, ils vont commencer la saison, ils vont être top 5 à l'Est en se disant « Ah, ok ». Tu sais, c'est pour ça qu'on sait pas vraiment. Moi, et là, c'est pour le coup, c'est une opinion. Mais je pense ça va être un peu plus dur cette fin de saison pour eux. Parce que tous les matchs vont se resserrer, tous les matchs vont compter vraiment double dans la course au play-in, dans la course au play-off pour certains. Et je pense que c'est aujourd'hui peut-être un niveau un petit peu trop pour eux. Mais c'est pas grave, on les retrouvera encore meilleurs la saison prochaine. Moi, ce qui m'intéressait avec les Spurs cette année, c'est de voir un axe de progression collectif et individuel autour de Wembanyama et d'autres. Pour l'instant, moi, je suis satisfait de ce que je vois. Quelques commentaires pour finir ce sujet avant d'accueillir Nico Batum. Les Spurs, c'est les Rockets d'il y a 2-3 ans, nous dit Zigzou. On nous dit quoi d'autre? Tout dépend où ils seront fin février, début mars. Selon leur tendance, ils vont jouer à fond pour voir le play-in, voir les play-offs, ou bien lâcher et commencer à tenter, nous dit Romain. En vrai, dans l'idéal, même, il aurait fallu tanker cette année. Je trouve que les Spurs gâchent beaucoup de pics qui seront certainement les derniers pour un moment, nous dit Maestro. C'est intéressant. Attends. Bon, ouais, intéressant. Je lis quelques commentaires. Victor Wembanyama et tu tankes. J'entends pas rien. Ah oui, non, si c'est bon, j'entends. Non, mais tanker, je pense que oui. Tanker, c'est un grand mot, hein, on est d'accord. J'imagine perdre des matchs, bien sûr. Pour moi, tanker, ça veut rien dire. Ça existe. Enfin, ça existe, oui, il y en a qui le font, mais ça a jamais été très payant, je trouve. Ça n'a jamais été très payant, sauf exception. Ok, ici, par exemple. Oui, mais... Après, si les Spurs restent à touche-touche pour le play-in, fin de saison va être dantesque. Je crois que fin mars et avril, ils jouent Golden State, Phoenix, Sacramento et Minnesota. J'espère, cher Gold D ou A2L, que ça se passera parce que ce sera très très bon pour l'Ozimat. Mais tu vois, toutes les équipes qui citent, elles sont en avance. Elles sont plus fortes. Elles sont en avance sur les Spurs. Donc, bien sûr. Donc ils sont pour moi clairement dans cette course au play-in, ils sont clairement dans la peau d'un outsider. Bien sûr, on est d'accord. Bon, très bien. Merci Amadoun. Merci Amadoun, c'est très intéressant, tu le rappelles quand tu veux. Pardon, j'ai pas entendu. C'était très intéressant, tu nous rappelles quand tu veux frérot. Pas de soucis. À plus, les gars. Salut, mon gars. Salut, mon gars. À la prochaine. Voilà pour cette petite séquence sur les Spurs. Je vous le rappelle, hein, on est donc en NBA Paris Game Week. On pourrait l'appeler comme ça. Aïe. Les deux matchs sont jeudi et samedi. On sera au match. Donc, si certains y seront aussi, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. On discutera avec plaisir. Il y a beaucoup de choses qui se passent lors de cette semaine, notamment la NBA House où on sera aussi là. Pour le coup, c'est gratuit. Il y aura plein de choses à faire. Il y aura un terrain, il y aura plein de trucs. Et si vous voulez qu'on se croise, ce sera avec plaisir. Sachez aussi qu'il y aura des légendes de la NBA et des joueurs des deux équipes qui devraient passer tout au long de la semaine. Donc, allez-y pour voir ce qui se passe, voir des grandes stars. J'ai vu qu'Inox Tag, Inox Tag sera présent, Erwan, pour animer quelque chose le vendredi, je crois. C'est ça la NBA aujourd'hui, tu vois. Pour moi, ça, c'est preuve de l'expansion incroyable de la NBA. Tu vas chercher Inox Tag. C'est quoi ça que tu nous mets là? Mais attends, c'est incroyable, ça, c'était l'année dernière. Inox Tag, on a été à Webedia pendant des années. Il calculait pas la NBA, on se barre et maintenant, il fait des trucs NBA. Ah, okay, il est dans la tendance. Ok, Maurice Herzog. Il est dans la tendance, Erwan, laisse-le. Il a raison, Inox. Non, mais tant mieux pour lui. Gentil en plus. Bon, très voilà. Adorable. Voilà pour les Spurs, bien sûr. On en discutera dans Undrafted, ce sera vendredi, dans le First Day Show jeudi, dans les différents clutches, mercredi et vendredi, bien sûr. Vous restez connectés aux réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de choses. On va vous faire des récaps de tout ce qu'on aura fait chaque jour. Ça commence bien sûr demain. On a plein de choses avec le Young Star Game où il y a plus de 20 scouts qui seront présents pour suivre les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Voilà, meilleurs jeunes, bien sûr, du championnat de France.